Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les racines du ciel. Dime de dónde viene la luz de tu cara. Une émission de Lélie Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp avec aujourd'hui à la prise de son Jean-Michel Coqui. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Brunel et Stéphane Barsac pour nous parler des jaillissements de lumière dans l'œuvre d'Arthur Rimbaud. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Pierre Brunel, je suis un peu intimidée pour vous présenter, non seulement en raison de votre parcours académique tout à fait impressionnant. Je vais donner juste quelques éléments de ce parcours. Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques, docteur d'État, professeur à la Sorbonne, président du Collège de littérature comparée que vous avez fondé en 1995 et désormais membre de l'Institut. Non seulement donc en raison de votre cursus académique, je suis un peu intimidée, mais aussi en raison de nombreux ouvrages que vous avez écrits et que toute personne qui s'intéresse à la littérature comparée, à la littérature française en général et à la littérature spirituelle en particulier, a lu et médité. Vous avez publié un nombre incalculable d'ouvrages que je ne pourrais pas citer ici. Je donnerai juste le titre de quelques-uns qui sont liés en fait à vos travaux sur Rimbaud et Claudel, qui sont devenus désormais des références. On peut citer par exemple un livre que j'ai utilisé pour préparer cette émission, en 2003, Va et vient, Hugo, Rimbaud, Claudel, chez Klingsik, ou L'otage de Paul Claudel ou Le théâtre de l'énigme, aux éditions Lettres modernes, Rimbaud, Projets et réalisations, chez Champion, Arthur Rimbaud ou L'éclatant désastre, chez Champvallon, Rimbaud, biographie, étude de l'œuvre chez Albin Michel. Et donc, j'en passe, je ne vais pas faire toute la liste, sinon ce serait vraiment fastidieux. Simplement, je voudrais ajouter que vous avez aussi, en fait, fait une édition critique et commentée, en fait, de l'œuvre de Rimbaud, et en particulier de Une saison en enfer. Stéphane Barsac, vous avez-vous suivi une autre voie que la voie académique pour entrer dans l'univers de la poésie française? Né dans une famille russophone, et Dieu sait que la poésie est importante en terre russe, vous avez d'abord été grand reporter pour la presse écrite, au Figaro Magazine, et publié dans de nombreuses revues. Puis, optant sans doute définitivement pour la littérature, vous êtes devenu directeur littéraire à partir de 2001 et édité entre autres des classiques du XVIIe siècle, en particulier dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Puis depuis 2009, des romans et des essais, et vous êtes aujourd'hui éditeur chez Albin Michel. Mais vous êtes aussi vous-même, donc écrivain. Vous avez publié des biographies de Johannes Brahms, très lumineuse biographie d'ailleurs, chez Actes Sud, François d'Assise, La joie parfaite, au Seuil, Simone Veil, Le ravissement de la raison, Sioran, Éjaculation mystique, au Seuil, et aussi, bien sûr, Rimbaud, celui-là qui créera Dieu, toujours aux éditions du Seuil. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de Rimbaud à l'occasion de la parution de Poésie, Une saison en enfer et Illumination à la lumière de la peinture moderne au tournant du XXe siècle. Le titre est un peu long, hein, mais enfin, c'est pas grave. Très bel ouvrage qui vient de paraître chez Diane de Célier, préfacé par vous-même, Stéphane Barsac. Cette préface s'intitule « L'un et l'autre Rimbaud ». Donc nous allons parler de l'un et de l'autre et de tous les autres, peut-être. Et si vous le voulez bien, avant de nous engager sur les pas de Rimbaud et d'évoquer son importance poétique et spirituelle, peut-être que vous allez nous dire quelques mots, Stéphane Barsac, de ce projet. Comment est-il né? Pourquoi rééditer Rimbaud aujourd'hui et surtout accompagné de la peinture moderne au tournant du XXe siècle? Alors je parle sous l'autorité de Pierre Brunel, que je suis très content d'avoir à mes côtés. Sur Rimbaud, on pourrait croire que tout a été dit, et Pierre Brunel le sait comme moi, en réalité tout est toujours à dire et à redire. Et aussi étonnant que ce soit, il y a toujours du nouveau à trouver. C'est le génie propre de Rimbaud
qu'il est littéralement inépuisable. Toutes sortes d'éditions ont été faites de Rimbaud. Il en restait encore une à tenter. Et c'est le coup de génie de Diane de Sellier d'avoir vu qu'effectivement, il y avait la possibilité de faire un nouveau Rimbaud qui n'annule en rien tout ce qu'on a déjà vu ou lu, mais qui renouvelle totalement l'approche dans le sens où, fidèle à sa tradition de très beaux livres illustrés, elle a mis en regard des chefs-d'œuvre de la peinture avec des poèmes, si bien qu'on arrive finalement à passer de l'un à l'autre en enrichissant à chaque fois ou sa lecture ou sa vision. Donc, grâce à Rimbaud, on arrive à relire les grands maîtres de la peinture, et grâce à ces grands maîtres de la peinture, en particulier la peinture la plus moderne, on arrive à voir ce qui, chez Rimbaud, est pointé, et donc il y a une correspondance qu'elle a réussi à établir qui est proprement extraordinaire. Oui, on pourrait dire aussi, et vous y faites allusion dans votre préface, que il y a peut-être deux choses qui dominent en fait dans ce dialogue, évidemment totalement fictif, puisque les peintres ne se sont pas directement inspirés de Rimbaud. Donc dans ce dialogue qui s'institue entre la peinture et Rimbaud, il y a deux choses qui sont vraiment très fortement présentes. La première, c'est la tentative de déconstruire les formes anciennes pour apporter une forme nouvelle, ce qui est peut-être le grand apport à l'histoire de la littérature de Rimbaud, parce que évidemment, ce n'est pas que cela. Et puis, deuxième point, qui nous intéresse plus particulièrement ici aux Racines du ciel, au-delà de la question formelle, c'est la recherche de la lumière. C'est-à-dire comment, au fond, faire une proposition moderne, puisqu'il faut être absolument moderne, selon Rimbaud lui-même, comment, dans cette modernité qui a été frappée du sceau des ténèbres, si je puis dire, redécouvrir la lumière, qui, chez les Flamands, chez les anciens maîtres, etc., avait une fonction très particulière, mais se manifestait aussi d'une manière très particulière. Ça va se manifester très différemment dans la peinture contemporaine, de même que c'est très différent, ce thème de la lumière, dans la poésie de Rimbaud. Oui, la question de la lumière est fondamentale. En même temps que chez Rimbaud, naturellement, il y a aussi la saison en enfer. Donc c'est quelqu'un qui a pris effectivement toutes les dimensions. Alors il dit à un moment qu'il se rêvait étincelle de la lumière nature, si je cite correctement, et cette notion d'étincelle, de lumière nature, est la plus à même justement de mettre en relief l'obscurité aussi. Et chez lui, rien n'est jamais univoque, c'est-à-dire que on a les ténèbres, on a les cieux, on a tout mêlé, et c'est une des qualités de Rimbaud de n'avoir jamais su finalement se limiter. C'est quelqu'un qui est toujours en devenir, et là où on croit qu'il est le plus sombre, il devient lumineux, finalement comme dans les cieux de crépuscule ou d'aurore, et inversement, c'est là où on croit qu'il est le plus lumineux que tout à coup il nous laisse presque sur la route. Pierre Brunel, est-ce que ce qu'on vient de dire, c'est évidemment, on le tire de l'œuvre de Rimbaud. Est-ce que c'est si important que ça, vous qui avez tant travaillé sur la vie et l'œuvre, est-ce que c'est si important que ça à la vie de Rimbaud, pour lire Rimbaud? Je pense que ça reste essentiel. Et j'étais frappé en vous écoutant par une expérience récente. Pour moi, j'avais un texte à écrire sur le bateau ivre. Et Rimbaud passe pour le poète de la modernité poétique. Or, quand on y songe, le bateau ivre, non seulement c'est en quatrain à rimes croisées, mais encore c'est un poème volontairement réduit à 100 vers, ce qu'il appelle 100 hexamètres, quand il en menace Paul Demny dans la fameuse lettre du voyant. Et l'autre chose qui m'a frappé en travaillant sur le bateau ivre, je voulais faire une bibliographie, je voulais faire aussi une iconographie, etc. Et j'ai été frappé par le fait que les artistes ont été relativement peu inspirés par cette œuvre. J'avais beaucoup de mal à trouver une référence à un bateau ivre représenté par un peintre ou par un graveur, ça existe, hein, et tout autant des œuvres musicales. J'en ai trouvé deux d'ailleurs qui sont mentionnées ailleurs. Il y a donc quelque chose de surprenant, je dirais presque, on se trouve devant une contradiction, le poète moderne par excellence, qui n'est pas toujours si moderne que cela, et qui n'a pas toujours voulu être si moderne que cela, et d'un autre côté, un écrivain dont on aurait pu penser qu'il inspire énormément les artistes, et
vous l'avez fait observer tout à l'heure, directement, pas tellement, pour constituer le volume des éditions Diane de Sellier, il a fallu faire appel à des artistes qu'on rapproche de Rimbaud, avec lesquels on établit des correspondances, mais je pense très peu d'artistes inspirés véritablement par telle ou telle œuvre de Rimbaud. Mais est-ce qu'il n'y a pas une analogie entre justement cette idée que la forme est présente? Rimbaud il maîtrise parfaitement la forme classique de la poésie française, et les maîtres et les formes en général, et aussi ce qui se passe en fait chez les très grands maîtres de la peinture moderne. Picasso maîtrisait autant la peinture que Rimbaud la poésie, et il en fait quelque chose. Et il y a plusieurs peintures de Picasso qui sont très très bien amenées en réalité pour illustrer ça, c'est-à-dire cette façon de briser la forme tout en étant un génie de la forme. Enfin, c'est pas le problème, c'est pas parce qu'il sait pas dessiner que Picasso invente le cubisme. De même que c'est pas parce qu'il sait pas dire de la poésie que Le bateau ivre est quand même un poème extraordinairement moderne chez Rimbaud. Oui, c'est vrai. Il y a aussi le fait que Rimbaud a écrit très jeune, comme chacun sait, avec des ambitions dès le point de départ. Il était bel et bien obligé de se couler dans des formes traditionnelles pour se faire accepter des Parnassiens, comme il a espéré pendant longtemps l'être. C'est peut-être encore le cas du bateau ivre. Si le bateau ivre est le poème qu'il a lu devant les vilains bonshommes, on n'en est pas absolument sûr. Et puis après cela, au contraire peut-être une phase où il prend ses distances à l'égard de ces formes traditionnelles, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Le bateau ivre, est-il une centaine d'hexamètres dérisoires ou est-il une centaine d'hexamètres nobles? Point d'interrogation. Et puis ensuite l'évolution extrêmement rapide que nous connaissons, qui le fait passer de la forme traditionnelle, en quelque sorte, à une forme extraordinairement inventive et qui a eu une postérité immense. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marais n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes. 10 nuits, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts où, flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend, où, peignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Oui, et alors au-delà de la forme, Stéphane Barsac, est-ce qu'on peut pas dire que c'est aussi dans le traitement de l'image que Rimbaud est résolument moderne et résolument, à mon sens, et vous allez me dire si j'ai raison, résolument spirituel aussi, parce qu'il a des images, il a une façon de traiter l'image qui est extraordinairement personnelle, à nouveau, tout en étant habité par toute une tradition, qui est très personnelle et qui en même temps est visionnaire. Et en ce sens, elle s'apparente à beaucoup d'œuvres en fait, qu'on peut qualifier de mystique, Jean de la Croix ou Rumi. Il y a une très grande proximité, en fait, de ce traitement de l'image, extraordinairement moderne, et qu'on trouve très moderne chez les anciens mystiques aussi, d'ailleurs. Oui, alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est constitutif du génie de Rimbaud, et qui est en même temps très difficile à essayer de résumer. Alors, je vais essayer d'être le plus simple possible. On va dire que jusqu'à Baudelaire, environ, c'est-à-dire
au seuil de l'arrivée de Rimbaud, la poésie s'est constituée selon les règles de l'art oratoire. Ce qu'on retrouve par exemple porté au génie chez quelqu'un comme Hugo. Et avec comme clé de voûte l'art de la métaphore. Et chez Rimbaud, on passe de la métaphore à l'image. Et on passe de l'art oratoire à l'expression d'un discours qui se donne pour la réalité elle-même. Ces deux changements, qui sont tout à fait patents dans son œuvre, au fur et à mesure aussi qu'elle avance, parce que lui-même passe par plusieurs phases, et avant de trouver le plein de son génie, va évidemment essayer toutes sortes de formes. Alors Pierre Brunel l'a magnifiquement montré dans ses livres. Il y a un côté très pasticheur chez Rimbaud, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'empare de la forme de quelqu'un, et finalement, il se l'assimile, il domine cette forme, et il la rejette pour passer à une forme supérieure. Mais le fond de son œuvre, ce qui fait qu'il est génial et incomparable, c'est effectivement d'avoir su, pour la première fois, donner à voir des choses comme s'il les avait réellement vues, et non pas en passant par les techniques ou de l'amplification, ou de la métaphore, c'est-à-dire où on passe d'une chose pour en exprimer une autre. Là, tout est donné comme étant le produit même de la vision. Justement, pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, j'ai juste choisi les strophes 4 et 5 du Bateau ivre, dans lesquelles on voit comment, précisément, le traitement de l'image est totalement personnel. Là, vraiment, c'est du Rimbaud pur, c'est sa vision, c'est ça, son rendu poétique d'un vécu réel et visionnaire. Le temps a béni mes éveils maritimes, plus légers qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, d'inuit, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Pourquoi j'ai choisi ces deux strophes, Pierre Brunel? C'est parce que il me semble, et vous allez dire si j'ai raison, qu'on y voit le souvenir, qu'on y entend le souvenir de Hugo et de Baudelaire, mais revisité complètement dans une sorte de vision intérieure. Complètement. Et alors, ce qui me frappe à écouter votre lecture, c'est les falots, oui. Puisque vous posiez la question de la lumière tout à l'heure, et je crois que c'est un des thèmes de l'émission d'aujourd'hui. Il éloigne ces lumières qui ne sont que de fausses lumières, et il cherche la lumière ailleurs. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire, Pierre Brunel, qu'il cherche la lumière intérieure? D'une certaine manière, certainement oui, et la lumière poétique, certainement. Ce qui serait la signification du mot illumination, d'ailleurs. Oui, si tant est qu'il ait utilisé lui-même ce terme pour désigner ce que nous considérons comme un recueil. Vous savez que c'est loin d'être une certitude absolue, nous n'avons aucun témoignage de Rimbaud lui-même à cet égard. À cet égard. Et alors là, en plus, ce Bateau ivre est illustré dans le livre, donc paru chez Diane de Célier, par une peinture de George Frederick Watts, Une mer fantôme, qui effectivement est un traitement de la lumière très turnerien, et puis surtout par un Turner, dans la page d'après, William Turner, Ulysse raillant Polyphème. Et je trouve que c'est une idée presque de génie d'avoir mis cette image-là pour le bateau ivre. Alors au-delà de la question, parce qu'il y a un bateau qui est ivre, qui est sur la mer, mais ça c'est le degré zéro, je dirais, de l'interprétation. Au-delà du fait qu'il y a cette lumière sublime de Turner, qui est une lumière complètement intériorisée chez lui, enfin le thème de la lumière, on aurait presque pu illustrer la totalité du recueil de Rimbaud par du Turner. Au-delà de tout cela, il y a cette idée de Ulysse raillant Polyphème, et on sait très bien que Ulysse raillant Polyphème s'est fait passer pour personne, et après il lui dit « je suis Ulysse ». Donc ce qui est au cœur de ce tableau, c'est la question de l'identité, de qui je suis. Et ils ont mis ce tableau, vous avez mis, l'équipe de l'éditeur a mis ce tableau en regard de ce bateau ivre, qui est aussi une grande interrogation, à la fois sur la lumière, mais aussi sur qui je suis. C'est sur cela qu'il faut faire la lumière, Stéphane Barsac. Oui, entre autres, d'autant que Rimbaud est par définition un être extrêmement difficile à aborder, à approcher. Lui-même l'a dit en une formule glorieuse, « je est un autre ». Alors du coup, effectivement, se pose la question de savoir qui est je et qui est l'autre. Est-ce que Rimbaud est celui qui parle ou est-ce que c'est l'autre en lui qui le révèle? Est-ce que cet autre n'est pas finalement le lecteur? Est-ce que cet autre n'est pas finalement non plus le tout autre? Il faut se garder naturellement de conclure. Mais le fait est qu'il y a chez Rimbaud une recherche effectivement de l'identité. Il pourrait dire comme Ulysse qui n'est personne, mais c'est aussitôt, alors pour préciser, qu'il est tout.
qu'il est l'univers, qu'il est la création, ce qui est le désir d'ailleurs profondément romantique de la poésie à partir du XIXe siècle, justement de coïncider avec les choses dans leur être, de sorte que le poète puisse être tour à tour, successivement, simultanément, fleur, bête, rocher, mer démontée. Et donc il y a chez Rimbaud effectivement une volonté de prise de possession du monde, au point que cette prise de possession puisse être une dépossession, mais pour atteindre une autre possession, effectivement possession de ce qui est toujours à posséder et qui est impossédable. Est-ce que, Pierre Brunel, on peut dire que c'est déjà les prémices de ce qu'on a appelé plus tard le sentiment océanique, qui a été tellement en vogue dans la poésie à la fin du 19e et au début du 20e siècle? J'ai du mal à vous répondre là. Non, je n'ai pas très bien compris la question. C'est-à-dire l'idée qu'il faut se fondre dans le grand tout, qui est une idée ancienne, très mystique, mais qui va ressurgir dans la naissance de la modernité, en fait. Bon, on en a des très belles pages là-dessus chez Lou Andréa Salomé ou chez Rilke, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette mouvance-là? Est-ce que vous pensez que chez Rimbaud, il y a un désir de se fondre dans le tout océanique? C'est sensible dans le bateau ivre déjà. Bien sûr. Hein. Moi, une chose me frappait dans le rapprochement avec Ulysse. On a une référence parfaitement claire dans Une saison en enfer, hein, dans Alchimie du Verbe, quand il raconte qu'il a été du côté du pays des Cimmériens, oui. Donc du côté du pays des morts, du côté des ténèbres. L'aventure maritime, l'aventure tout court, elle va vers des ténèbres dans lesquelles il cherchait peut-être, au contraire, la lumière. Et pour ce qui est de outils, de personnes, moi je me suis fait souvent le raisonnement aussi qui est, ça n'était pas un hasard si cette formule « je est un autre » nous faisait penser à l'outis homérique. En relisant le texte ces temps-ci, je travaille un peu sur cette question actuellement. C'est-à-dire la lettre à Paul Debny du 15 mai 1871, j'avais quand même l'impression que dans cette lettre, du moins, un autre, ce n'est pas une autre personne, qu'elle soit une autre personne en lui ou que ce soit une autre personne réelle ou imaginaire, c'est plutôt l'autre, un ensemble. C'était une de vos hypothèses, d'ailleurs, Stéphane, tout à l'heure. Hein. Ah oui, l'autre, c'est d'ailleurs précisément... C'est-à-dire toutes les autres possibilités qu'il y a en lui. Oui, donc à nouveau ce tout qui revient, qui part de l'infime, de l'infiniment petit et qui veut rejoindre l'infiniment grand. Et son opposition avec le romantique, parce que finalement elle existe, hein, elle est là. Le romantique veut s'exprimer à la première personne, veut dire je, veut exprimer le fond de son être. Et Rimbaud, ça ne lui suffit pas. Hein. Il veut explorer les possibles. Et est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il a eu le sentiment d'avoir exploré tous ces possibles sans les épuiser que, à un moment donné, il s'est dit « maintenant je vais me taire », Pierre Brunel ? Je pense que oui, je pense qu'il y a eu une insatisfaction à un certain moment et une volonté d'explosion en quelque sorte. Hein. Oui, Stéphane Marsac. Oui, c'est sûr que on touche les questions les plus difficiles concernant Rimbaud. Et dans sa quête, il y a cette idée, alors je reprends ce qu'a écrit Pierre Brunel dans ses livres, de toujours se confronter à un modèle et de le dépasser. Jusqu'au moment où, effectivement, et ça c'est tout à fait singulier, il devient à lui-même son propre modèle. Et lui-même ne se satisfait pas de lui-même. C'est-à-dire qu'arrive le moment dans sa quête où, à force d'épuiser tous les réels, il se met dans la position, et c'est ce que nous racontent d'une certaine manière les Illuminations. Alors c'est une des clés de lecture, il y en a certainement d'autres, mais je pense qu'elle est centrale. Il se met dans la position où finalement lui-même est une espèce de Christ. C'est-à-dire qu'il tient le temps édénique dans sa main, il tient un temps post-chrétien dans l'autre, et il est dans une situation finalement où il est comme un Dieu, comme un Christ, et il arrive à ce point où finalement il explose dans cette position. Et à partir de quoi, effectivement, qu'est-ce qui peut suivre? Alors, tout sauf la glose de sa propre œuvre, et tout sauf la possibilité de continuer, puisqu'il a été au plus loin de ce qu'il pouvait faire et de ce que même les hommes peuvent entendre. Et donc là, effectivement, c'est le silence. Oui, mais en même temps, il y a quand même quelque chose de... Si on admet cette interprétation-là,
c'est quand même une posture d'hubris incroyable pour revenir à notre tradition grecque. Enfin, c'est un orgueil. Vous voulez dire que c'est par orgueil ? Non. On aurait pu croire que c'est parce que justement il s'éprouve d'une certaine façon perdu dans ce tout qu'il a atteint et que donc il n'a plus rien à en dire. Non, je ne pense pas que la notion d'orgueil ait du sens, dans la mesure où Rimbaud est quelqu'un d'innocent, qui vise l'innocence et qui justement est dépossédé de ses défauts dans ce qu'il écrit. Maintenant, si on parle d'hubris, on sait très bien aussi que à l'hubris répond la némésis. Donc, c'est sûr qu'il a été le plus loin possible et il a eu le châtiment de ce pas en avant qui est le silence. Châtiment, d'ailleurs, est-ce que c'est le terme ? C'est encore réintroduire une notion morale. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ce dont il est question. Il y a chez Rimbaud quelque chose qui nous bouleverse tous autour de cette table, qui est l'aventure d'un être qui se veut transparent. Transparent au point, effectivement, de se défaire des oripeaux, de vouloir toucher le cœur des choses, au-delà de lui, d'être le monde, de le porter au point où finalement le monde n'a plus besoin de secours extérieur. Alors, ou d'arrière-monde, ce qui serait le cas des religions, ou de rapport conceptuel aux choses. Il veut le monde tel quel. Et effectivement, il fait du coup l'expérience de l'éclatement du monde dans sa diversité. Il fait l'expérience de la douleur du monde, de sa pauvreté. Et ce qui est magnifique, c'est que dans cette grande innocence, il arrive à porter à la fois le maximum d'amour dans le maximum, je pense, de souffrance. Oui, Pierre Brunel, est-ce que... Alors vous êtes universitaire, vous avez beaucoup écrit sur Rimbaud en tant qu'érudit, mais est-ce que vous diriez cela aussi, c'est-à-dire ce qui nous bouleverse à titre personnel, au-delà de l'érudition chez Rimbaud, est-ce que c'est ça, c'est cette traversée de la douleur qui est la sienne et cette espérance aussi ? Oui, je dois vous dire que ce n'est pas en tant qu'universitaire que je suis venu à Rimbaud. Hein. Oui. Curieusement, j'ai consacré mes thèses à un autre écrivain lié à Rimbaud d'une certaine manière, à Claudel. Et je suis venu à Rimbaud après cette expérience universitaire. J'avais besoin de Rimbaud, pour reprendre le mot d'Yves Bonnefoy. Hein. Et j'avais besoin de Rimbaud, très certainement, non pas par anti-claudélisme, hein, je suis resté fidèle à l'un et à l'autre, mais pour avoir cette expérience tout autre de la poésie, avoir une toute autre vision du monde, et cette exploration de tous les possibles qui est pour moi fondamentale chez Rimbaud. Pour moi, vous voyez, il n'y a pas de rupture entre parole et silence chez Rimbaud. Je considère que ce qui a suivi 1875, c'est véritablement la suite de quelque chose. Il vivait en poésie, il vivait par la poésie. La poésie était une manière de vivre différentes vies. Ce n'est pas un hasard si le mot est au pluriel 2 fois sur 3 dans les Illuminations. Et la suite de son existence, sauf peut-être le dénouement atroce, a été une autre manière de faire de la poésie, je veux dire de vivre la poésie. Oui, même la mort atroce, non ? Il y a quelque chose dans cette, dans la radicalité de cette souffrance, de cette douleur. Oui. Peut-être oui, un point... si on songe au billet dicté à sa sœur la veille de sa mort, c'est encore de la poésie au sens verbal du terme. Oui, c'est-à-dire c'est encore du verbe qui manifeste la chair, si j'ose cette phrase. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière.
voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin, il s'étend, on se laisse griser, la sève et du champagne et vous monte à la tête, on divague, on se sent aux lèvres, un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robertson à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Oui, alors Pierre Brunel vient de pointer une des choses les plus bouleversantes concernant Rimbaud, qui est la question de son silence, qui, comme vous le savez, cher Laëlie, est une question centrale dans la mystique. Est-ce que dans le silence de Rimbaud, finalement, il y a la prolongation de son aventure ? C'est ce que nous dit Pierre Brunel, et on peut le penser. D'autres ont voulu penser que, au contraire, dans le silence, il y avait la négation de l'aventure. Ce sont des choses qui sont très difficiles à trancher dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, il faut, je crois, dès lors qu'il est question de Rimbaud, se garder de trancher de toute façon. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Parce que tout est vrai alternativement et tout peut basculer dans un sens ou dans un autre. J'inclinerais à penser comme Pierre Brunel pour ma part. Et c'est vrai que la question de la poésie par rapport à la mystique est une question du langage. Et dans la mystique, le silence est le plus haut langage. Le plus haut langage parce qu'effectivement se joue à travers lui la possibilité de la prière. Dans la poésie, ça n'est pas le silence quand même. Même si le propre de la modernité est d'être justement cerné par le silence, d'être en butte au silence, de lutter avec lui, le propre de la poésie, c'est quand même de dire les choses. Et chez Rimbaud, il y a ceci qui est extraordinaire, c'est que c'est celui qui a dit le plus. Alors je pense que vraiment, à part Shakespeare, on ne peut pas trouver plus. Et celui qui en même temps, comme Shakespeare aussi, s'est tu de manière radicale. Et là, il y a quelque chose dans cette oscillation entre la parole, le silence, un silence qui dit quelque chose de plus, ou qui au contraire est un arrêt, quelque chose qui est très mystérieux et qui continue de nous bouleverser là encore. J'écrivais des silences. Oui, absolument. Et je fixais des vertiges. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre Brunel ? J'écrivais des silences. Si tant est qu'on puisse dire ce que ça veut dire. Je crois que c'était vouloir aller au-delà d'une limite de la parole. Et moi, j'ai toujours rapproché cela du silence en musique. Dans une partition musicale, il y a des silences qui sont écrits, qui sont inscrits. Oui. C'est-à-dire, on touche là peut-être à ce qui fait que dans une émission sur la spiritualité, on parle de Rimbaud. On en parle d'ailleurs, on en reparle, puisqu'il y a 2 ans, nous étions déjà entretenus sur Rimbaud avec vous, Stéphane Barsac. Et vous avez eu raison de dire en début d'émission que, on a besoin de toujours revenir à Rimbaud. Donc, je ne vais pas m'excuser pour faire une 2e émission sur Rimbaud. Si ça se présente, nous en ferons une 3e ou une 4e. Mais c'est vrai que j'écrivais des silences. Est-ce que c'est pas une invitation à lire aussi cette œuvre dans une démarche intérieure qui soit une recherche du silence intérieur, qui va de pair avec la lumière intérieure? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Un silence dont il avait besoin lui-même. Et est-ce que c'est pas un paradoxe qu'on ait tant écrit et tant glosé sur un poète qui nous invite au silence? Si, il y a eu excès, indéniablement. Parce que c'est vrai que moi, pendant longtemps, je vais vous avouer que pendant très longtemps, j'ai lu beaucoup de gloses sur Rimbaud parce que je voulais comprendre ce qu'il voulait dire. Je voulais comprendre ce bouleversement qu'on a quand à 15 ans, 16 ans, on lit pour la première fois Rimbaud et on reste sur le carreau d'une certaine façon. Et je me suis dit, mais il faut que je comprenne, je n'ai rien compris.
il m'a fallu très longtemps avant de comprendre que c'est précisément ça. Il ne faut rien comprendre. Est-ce que le professeur d'université que vous avez été peut me dire que c'est pas grave? Oui, non, assurément, ce n'est pas grave. Mais si vous voulez, cette approche, elle n'est pas nécessaire pour toute l'œuvre de Rimbaud. Moi, je suis venu à Rimbaud enfant, avec un poème comme Les Effarés ou avec le Norbert Duval, qui sont des poèmes, je veux dire, sur lesquels on n'a pas besoin d'apporter des quantités de glose. Hein. Et en revanche, à 7 ans, je n'aurais certainement pas lu telle ou telle illumination, même pas Bien Aube. sûr, hein. Une saison en enfer. Oui. D'ailleurs, peut-être que c'était pas autorisé de lire Une saison en enfer. Et Une saison en enfer n'était certainement pas autorisée. Et pour Les Effarés, je peux vous dire que c'était dans une édition où leur cuse en rond était remplacée par leur dose en rond. On était prudent dans le manuel ancien. Oui, et puis il faut se garder Stéphane quand même Darsac. de toujours réduire la poésie à un acte de compréhension. Oui. La poésie est d'abord quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion profonde. Pas de l'émotion au sens de la sensibilité, dans ce cas-là de plus évident ou de plus puéril parfois, mais de la sensibilité profonde. Évidemment, tous les travaux des grands exégètes de Rimbaud nous aident à lire Rimbaud et ils nous aident justement à revenir au texte, mais non pas lesté d'un savoir, mais justement enrichi d'une virginité nouvelle. Parce que savoir comment ne pas se tromper permet de retrouver aussi la virginité nécessaire pour affronter ce qui doit venir nous remuer la cervelle, comme disait Henri Michaud. Et dans le cas de Rimbaud, effectivement, on peut toujours établir des séries d'interprétations. Finalement, on s'aperçoit, et ça Pierre Brunel l'a montré aussi, qu'aucune ne prévaut vraiment jamais sur une autre. Et donc vient le moment où toutes sont intéressantes, mais pour permettre non pas de les oublier, mais pour passer encore à autre chose. Et donc c'est ce que nous demande la poésie, c'est une lecture non pas à minima, mais à maxima. Oui. Et moi, je me méfie des explications qui veulent être trop précises. Hein. Je suis tombé récemment sur un commentaire qui m'a beaucoup frappé de dévotion dans les Illuminations. Par quelqu'un qui a voulu tout expliquer par des noms de rues ou de monuments de Bruxelles. Et je me dis, c'est l'inverse de l'approche immédiate que j'ai d'un texte comme celui-là, qui est pour moi tout mystère. Oui, alors effectivement, il y a une explication qui est célèbre. Alors je la donne juste pour donner un exemple d'interprétation d'un poème de Rimbaud. Alors il y a ce que dit Pierre Brunel, mais très souvent, quand on a lu ce texte, on s'est dit que c'était finalement un hommage que Rimbaud pouvait rendre à des femmes qu'il avait aimées, preuve d'ailleurs de son grand amour des féminins, contrairement à ce qu'on avait pu penser. Or, on sait qu'en latin, la devotio, ce n'est pas du tout la dévotion, au sens où il s'agit d'être dévot, ça veut dire le fait de maudire. Oui, c'est ce que vous expliquez très bien dans votre livre. J'ai relu la page tout récemment. Oui, absolument, voilà. Absolument. Donc là, on est effectivement au cœur de l'interprétation rimbaldienne, c'est-à-dire que le même mot, dévotion, peut dire effectivement l'adoration ou au contraire la malédiction. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est valable et de toute façon on s'en fiche. C'est-à-dire que c'est intéressant de le savoir parce que ça nous amuse de réfléchir, mais on s'en fiche parce que le texte résiste à ça. Il est quand même encore plus fort aussi que la réduction à l'explication qu'on veut en donner. Et il suffit qu'on le lise tout de suite, par exemple, pour être saisi de manière extraordinaire. Alors, vous me tendez un piège, Stéphane Darsac, puisque je n'avais pas prévu de lire Dévotion et que ce n'est pas un poème si facile que ça à lire. C'est pas grave, on va quand même s'y aventurer. Donc, Dévotion. À ma sœur Louise Van Aen de Voringhem, sa cornette bleue tournée à la mer du Nord, pour les naufragés. À ma sœur Léonie au bois d'Ashby, Baou, l'herbe d'été bourdonnante et puante, pour la fièvre des mères et des enfants. À Lulu, démon, qui a conservé un goût pour les oratoires du temps des amis et de son éducation incomplète. Pour les hommes, à madame, à l'adolescent que je fus, à ce saint vieillard ermitage aux missions, à l'esprit des pauvres, et à un très haut clergé. Aussi bien à tout culte, en telle place de culte mémorial et parmi tels événements qu'il faille se rendre, suivant les aspirations du moment ou bien notre propre vice sérieux, ce soir à Circeto, des hautes glaces, grasses comme le poisson et enluminées comme les 10 mois de la nuit rouge, son cœur ambre et spinque,
pour ma seule prière muette comme ces régions de nuit et précédant des bravoures plus violentes que ce chaos polaire. À tout prix, et avec tous les airs, même dans des voyages métaphysiques, mais plus alors. Ou alors faut-il lire, Pierre Brunel, mais plus alors. Je me le suis toujours demandé. Bon, ça me rassure. Et alors là, c'est typique. Effectivement, ce poème, on ne comprend rien, et c'est très bien ainsi. Au début, en ouvrant le livre, donc ce livre paru chez Diane de Célier avec les illustrations des peintres du XXe siècle, je me suis dit quel dommage, elle n'a pas fait ce qu'elle fait d'habitude dans ses ouvrages, c'est-à-dire faire commenter les images. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, je me suis dit, mais non, bien sûr, qu'est-ce qu'elle a bien fait de ne pas commenter les images. Ce serait comme des notes de bas de page qui pollueraient la contemplation. Et j'ai l'impression maintenant que finalement, ces peintures, il faut les contempler. C'est une façon de nous dire, les poèmes de Rimbaud aussi, il faut les contempler. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord, entièrement d'accord. Voilà. Stéphane Marsac? Oui, absolument. Alors voilà, on parlait de ce poème, Dévotion, effectivement. Est-ce que c'est un poème mystique? Est-ce qu'au contraire, c'est un poème, si on suit l'étymologie latine, qui dit le contraire d'un poème mystique? L'important n'est pas de trancher dans un sens ou dans un autre, mais de garder le sens en suspens. Et ça, c'est le propre de la poésie. C'est-à-dire que la poésie, justement, c'est ce point où on refuse de comprendre pour se laisser entraîner par quelque chose qui nous dit un horizon vers lequel aller, qu'on comprend sans comprendre. Et donc, dès qu'on comprend, ça n'est plus de la poésie. Quand on se dit que finalement, il n'y a rien à comprendre, on est fermé au mystère. Et là, il s'agit de se dire qu'on est dans un chemin, dans un entre-deux, dans une entrevision, pour prendre un terme d'un autre poète de l'époque, Charles van Lerberghe. Et c'est tout le prix, justement, de la poésie géniale de Rimbaud. Et est-ce que, Pierre Brunel, ce saisissement, vous diriez, l'émission arrive à sa fin et je ne voudrais pas que nous n'ayons pas évoqué ensemble, puisque nous avons devant nous le grand spécialiste de Claudel, ce qu'a été Rimbaud à Claudel et pour Claudel. Est-ce que c'est ce saisissement que Claudel a saisi, précisément? Alors Claudel a été saisi par Rimbaud, ça c'est hors de doute, et en même temps, il a mis Rimbaud en question. La formule célèbre, le mystique à l'état sauvage, oui, et a elle seule caractéristique de cela. C'est aussi mystérieux, cette formule, que telle ou telle phrase de Rimbaud dans les Illuminations. Mais c'est pas étonnant venant d'un catholique fervent, oui, que Rimbaud soit un mystique sauvage qui en même temps le galvanise. Oui. C'est-à-dire que ce qui est étonnant dans l'histoire de Claudel, c'est que finalement, il dit devoir son retour à la foi catholique à Rimbaud. Oui, oui, absolument. Et alors, vous savez, là, vraiment, pour moi, c'est un étonnement perpétuel. L'année 1886, la revue La Vogue révèle les textes de Rimbaud. Claudel commence à lire La Vogue au mois de mai. S'il avait lu le premier numéro, paru, je crois, le 11 avril, il aurait lu de Rimbaud les premières communions, c'est-à-dire un poème violemment anti-clérical, anti-religieux et de forme, si je puis dire, classique. Coup de chance, il a commencé par les Illuminations, ou par ce qu'on a appelé ainsi, puisqu'il y a dans les Illuminations de la Vogue un mélange des poèmes en prose et de certains poèmes en vers de l'année 1872. Et puis, ce qui l'a marqué le plus, il ne faut jamais l'oublier, c'est Une saison en enfer, réédité dans la Vogue à l'automne 1873 et 1886. Et je suis absolument d'accord avec Stéphane sur ce point. C'est très certainement la lecture d'Une saison en enfer, ce texte si sombre, si désolant à tant d'égards, qui a servi à Claudel d'introduction à cette conversion ou ce retour à la foi de Noël 1886. Oui, comme une traversée de la nuit obscure. Voilà. Au fond. Et Une saison en enfer, il le dit bien souvent, est pour lui le texte le plus important de Rimbaud. Alors on va entendre juste la voix de Claudel dans un entretien qu'il avait accordé à Jean Amrouche dans les Mémoires improvisées. Donc on va juste pour le plaisir de nos auditeurs, et je vous remercie Pierre Brunel de m'avoir signalé cet entretien. Donc on va entendre la voix de Claudel parlant de Rimbaud, et je crois que ce sera une très belle conclusion
pour cet entretien. Je vous remercie vraiment infiniment, Pierre Brunel et Stéphane Barsac, d'être venus nous parler de ces jaillissements de lumière, c'est-à-dire en réalité de nous avoir parlé de l'ineffable. C'est tellement difficile d'en parler, mais ça fait en même temps tellement de bien de l'évoquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il semble bien que lorsque vous avez rencontré Rimbaud, vous avez rencontré non pas un maître, mais un frère. Plutôt qu'un frère, il serait plus juste de dire un père, en ôtant à ce mot le sens vénérable et respectueux qui comporte. Je veux dire, comme je l'ai dit d'ailleurs, que Rimbaud a exercé sur moi une influence séminale. Et je ne vois pas ce que j'aurais pu être si la rencontre de Rimbaud ne m'avait pas donné une impulsion absolument essentielle. Dime que son los secretos de tu alma. Tout de suite, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour ses chemins de sagesse. Après avoir été sur les pas de Rimbaud, donc nous allons suivre les pas de Frédéric Lenoir. La quête du bonheur pour les philosophes de l'Antiquité, que ce soit en Orient ou en Occident, est une quête d'un état stable, permanent, durable. Ce qu'ils recherchent, c'est un état de satisfaction que rien ne peut altérer. Ni les causes extérieures, ni les difficultés de la vie, ni les épreuves, et qu'au fond, c'est une forme d'autarcie qui est recherchée par la sagesse, c'est-à-dire trouver un bonheur en soi qui ne soit plus dépendant des causes extérieures. Et c'est pour ça que la réflexion critique sur le bonheur telle qu'elle va être faite par les sages de l'Antiquité va partir du plaisir, puisque l'expérience du plaisir, c'est l'expérience de satisfaction que nous faisons tous au quotidien. J'ai soif, je bois, j'ai du plaisir. J'ai faim, je mange, j'ai du plaisir. J'aime regarder une série à la télé, j'ai du plaisir. Je suis fan de foot, je regarde un bon match, j'ai du plaisir. Je suis sensible à la nature, je regarde un beau paysage, j'ai du plaisir, etc. Le plaisir, nous en avons quotidiennement, du café et du thé que nous prenons le matin, jusqu'au moment que nous avons en famille le soir ou avec nos amis. Nos journées sont ponctuées de moments de plaisir qui répondent à la satisfaction d'un besoin ou d'un désir. Vous avez évidemment des plaisirs beaucoup plus sensibles, et puis des plaisirs plus intérieurs, des plaisirs de l'esprit, le plaisir de connaître, le plaisir d'apprendre. Il y a toutes sortes de plaisirs du corps et de l'esprit qui sont le lot quotidien de chacun d'entre nous. Et le plaisir, vont nous dire les philosophes de l'Antiquité et les sages de l'Inde, malheureusement, a un problème, c'est qu'il ne dure pas. Le plaisir est éphémère, le plaisir est une émotion passagère, et il faut en permanence le nourrir. En permanence, il faut trouver des choses qui vont nous faire plaisir. Et donc, le plaisir nous rend dépendants de notre environnement, nous rend dépendants du monde extérieur, des autres. Il n'y a pas d'autonomie dans le plaisir. Et puis, en même temps, il y a des plaisirs qui peuvent être tout à fait agréables sur le moment, mais qui peuvent être très désagréables par la suite. Par exemple, je mange un très bon repas, mais si je mange un peu trop ou que je bois un peu trop, je peux être malade ensuite. Je peux avoir une aventure sexuelle qui me cause bien des problèmes par la suite. Donc il y a beaucoup de plaisirs immédiats qui ne sont pas des vrais plaisirs si nous avons une vision beaucoup plus globale de notre existence. Donc le plaisir est à la fois une satisfaction nécessaire, et d'ailleurs le philosophe Henri Bergson dira le plaisir est nécessaire à la survie et à la reproduction de l'espèce. S'il n'y avait pas de plaisir, nous ne mangerions pas. S'il n'y avait pas de plaisir à manger, nous ne mangerions pas. Pourquoi est-ce que la nature a fait que nous avons du plaisir à boire et à manger? C'est tout simplement parce que ça nous oblige à boire et à manger pour survivre. Et s'il n'y avait pas de plaisir, eh bien peut-être qu'on se laisserait dépérir. Pourquoi est-ce qu'on a du plaisir à faire l'amour? C'est parce que c'est nécessaire à la reproduction. Et donc, Bergson nous explique avec beaucoup de finesse que le plaisir fait partie des lois fondamentales de la nature. Il est commun aux hommes et aux animaux en vue de la survie, de la reproduction
et de ce développement de la vie, de cet immense élan vital. Et finalement, le plaisir est très naturel, très instinctif, nous le partageons avec les animaux, et la question que vont se poser les philosophes, est-ce qu'il peut y avoir par l'esprit, par l'humain qui apporte cette dimension de réflexion, quelque chose de plus profond, de plus durable, de plus global que le plaisir? Et la première grande réflexion sur cette question-là va faire apparaître l'idée du bonheur. La notion de bonheur a été inventée par les sages et les philosophes de l'Antiquité pour essayer de faire durer le plaisir, de découvrir quelque chose qui ne soit pas simplement une émotion passagère, mais un état d'être. Donc on peut définir fondamentalement le bonheur, quel que soit le nom. D'ailleurs, je ne vais pas m'intéresser tout de suite à l'étymologie, puisque elle varie selon toutes les cultures, et les mots sont différents, mais le concept est le même. Il existe aussi bien dans le monde indien que dans le monde chinois, que dans le monde de l'Égypte, mésopotamien et de la Grèce, un concept qui signifie la recherche d'un état d'être qui procure une satisfaction globale et durable, qui n'est pas simplement ce moment passager du plaisir. Et donc, c'est très important de comprendre cette distinction, parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de confusion. J'entends tout le temps dire « Ah, quel moment de bonheur !» Ça veut rien dire. Un moment de bonheur, ça s'appelle un plaisir, puisque ce n'est qu'un moment. Le bonheur, c'est un état durable et global. Ça veut dire on devient heureux parce qu'on a construit dans sa vie une harmonie. On a construit un état de paix intérieure ou de joie constante. Et donc, quels que soient les contenus du bonheur, nous sommes dans un état global et durable de satisfaction. C'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui est profond. Et même si nous rencontrons de difficultés passagères, nous pouvons avoir des tristesses liées à des deuils, nous pouvons perdre un emploi, nous pouvons avoir un problème de santé, eh bien nous retrouverons toujours cet état-là, parce qu'il est inscrit en nous, parce que nous aimons la vie, parce que nous sommes dans un état de pleine satisfaction, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie. Et donc on voit très bien qu'aujourd'hui, dans le langage courant, on confond totalement le plaisir et le bonheur, parce que on dit tout le temps quel bonheur lorsqu'on a eu simplement un plaisir. Et lorsque ce plaisir est fort, on va dire c'est un bonheur parce qu'on veut souligner le caractère profond de ce plaisir. Et je crois que là-dessus, il faut rester assez juste et retrouver le sens profond des mots, et la philosophie nous aide à ça. La définition du bonheur dans toutes les sagesses du monde, ce n'est pas simplement un moment passager, c'est véritablement un état beaucoup plus durable qui s'inscrit en profondeur dans notre être, parce que nous avons acquis un état d'esprit, un regard sur nous-mêmes, sur la vie, sur le monde, qui nous met dans cette sérénité ou dans cette joie que nous appelons le bonheur. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. Et maintenant, le journal de la rédaction de France Culture. Bon dimanche à tous.